Bienvenue à cette conférence de la Maison française. Si vous découvrez les conférences de la Maison française pour la première fois, c'est une série de présentations sur des sujets variés qui sont censés intéresser un grand public, des gens qui parlent français ou qui s'intéressent aux questions, à la culture française. Et aujourd'hui, c'est un très grand plaisir d'accueillir Léna Rémy Kovac. Kovac. Désolée. Non, c'est bon. C'est parfait. Et Léna est une amie de la Maison française. Elle nous aide énormément avec le site web et les réseaux sociaux. Et elle est doctorante en études amérindiennes. Elle détient 2 licences, l'une en études anglophones et traduction, l'autre en italien, ainsi qu'un master de civilisation américaine obtenu à l'Université de Strasbourg. Elle est également diplômée d'un master en études autochtones et canadiennes délivré par l'Université Carleton à Ottawa. Sa thèse a pour sujet les notions de guérison et de réconciliation chez les auteurs autochtones et amérindiens de romans contemporains, de Indigenous Futurisms et d'horreur. D'autres projets de recherche concernent la marchandisation de mythologie amérindienne et autochtones dans les séries télévisées d'horreur euro-américaines et les imageries de la faim et du cannibalisme dans la fiction amérindienne et autochtone pour jeunes adultes. Ses publications les plus récentes se lisent dans Transmotion, Literature Today, 20th Century and Contemporary American Literature in Context, Monsters with a Thousand Faces, Adaptations of Literary Horrors. Elle enseigne la littérature amérindienne et autochtone à la Newberry Library de Chicago. Elle est aussi traductrice de poésie contemporaine, queer et décoloniale amérindienne. Voilà. Et aujourd'hui, son titre, c'est Écho, forme et reflet, richesse et diversité des littératures francophones, autochtones et amérindiennes. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Comme je disais, c'est très stressant quand il y a tous les amis et les collègues. Et c'est aussi la première fois que je parle de ma recherche en français. Donc, il y aura sûrement des anglicismes ici ou là. Pardon. Je vais essayer, mais voilà. Je parle des littératures autochtones en Amérique du Nord parce que c'est vraiment un puissant moyen de résistance et de résilience. Les écrivains autochtones utilisent la poésie, la prose, le théâtre, le slam, comme oral spoken word, et la performance, pour exprimer leurs expériences, raconter leurs histoires et préserver leur culture. Les œuvres offrent des perspectives variées sur l'histoire, la spiritualité, la relation à la terre et les luttes contemporaines pour la justice et pour la reconnaissance des droits autochtones. En explorant ces littératures, on peut mieux comprendre les expériences et les perspectives des peuples autochtones d'Amérique du Nord, ainsi que leur contribution à la richesse et à la diversité culturelle de la région. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de terminologie. Je vais commencer par ça pour être sûr qu'on soit tous d'accord. Et puis, je vais mélanger des introductions à des exemples de contextes géographiques et socio-historiques avec les exemples de textes. Donc, j'ai préparé une sélection de poèmes, des extraits de romans que vous avez dans les photocopies. Si vous voulez en prendre, c'est plus facile que de lire sur les diapos. Et puis, voilà, c'est surtout un panorama général d'exemples de littérature en français par des écrivains autochtones. Alors, pour la terminologie, pour qu'on soit tous d'accord,
C'est sûr qu'on parle du Canada, ou des fois c'est Canada, surtout dans les écrivains inuits du Québec, et les États-Unis. Évidemment, c'est des constructions coloniales, donc c'est toujours un petit peu problématique. Et dans beaucoup de textes, ils mettent le Canada et les États-Unis ensemble, et c'est ce qu'on appelle l'île de la Tortue, ou Turtle Island en anglais. Et c'est la carte que vous avez là, parce que pas dans absolument toutes les communautés sur le continent, mais dans énormément de nations et d'épistémologie autochtone du continent, il y a cette considération du continent entier comme une tortue qui émerge de l'océan. Et il y a plein d'histoires différentes selon les nations, selon les langages, de comment les animaux ont mis de la terre sur la tortue pour construire le monde. Et voilà, ça ressemble, avec un peu d'imagination, ça ressemble à une tortue alligator, snapping turtle. Donc c'est pour ça qu'on appelle en général l'île de la tortue. Pour les personnes, en général, on utilise autochtone quand on parle des populations originelles de ce qui est aujourd'hui le Canada, et on utilise amérindien pour parler des populations originelles de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Il y a souvent une confusion, on les mélange un petit peu, mais normalement, techniquement, c'est ça qu'on utilise. Et pour le Canada, à l'intérieur de autochtones, il y a 3 groupes. Il y a les Premières Nations, les Métis et les Inuits. C'est des considérations coloniales parce que c'est des catégories qui ont été inventées par le gouvernement fédéral canadien. Donc bon, encore une fois, c'est assez problématique. Je vous ai mis des petits attention parce que métis, c'est bien avec une majuscule, et vous voyez que c'est pas comme métis, qui veut dire une personne avec des héritages mélangés. Les métis, dans ces 3 groupes d'autochtones pour le Canada, c'est vraiment une nation spécifique. Alors oui, c'est une nation qui a émergé de mixité entre les coureurs des bois, les gens qui faisaient la traite des fourrures, donc surtout des Écossais et des Français, et plusieurs nations algonquines. Mais ils se sont vraiment développés, ils ont un langage particulier, une culture particulière, etc. Donc ce sont les Métis, c'est une nation reconnue fédéralement pour le Canada. Donc c'est pour ça, faites attention, ça ne veut pas juste dire une personne d'origine métissée. Et quelque chose d'autre qu'il faut faire vraiment attention d'éviter, c'est qu'on n'utilise pas la possession. Donc il faut bien toujours faire attention de dire les nations autochtones au Québec ou les tribus Cherokee en Oklahoma. On ne dit pas du, de là, parce que ça donne la possession. Et c'est comme en anglais, on ne dit pas le apostrophe S. On dit N. Ok. Alors, je ne vais pas tout faire, mais c'est un résumé, c'est les caractéristiques des éléments que moi j'étudie quand je travaille sur mes textes. Mais aujourd'hui, je veux vraiment me focaliser sur les façons dont les auteurs autochtones, surtout du Québec, donc en français, partagent ces éléments. Parce qu'on a toujours les risques des stéréotypes, que la tokenisation, de tomber dans le pathos quand on parle de contextes comme ça, de violence coloniale, de traumatisme intergénérationnel, d'acculturation. Voilà, il y a toujours ce challenge du pathos, de la tokenisation. Mais en fait, avec ces apports, donc de toutes les langues autochtones, et les apports de l'oralité, parce qu'ils écrivent en français, ils utilisent des formes littéraires du français, comme le roman, comme je sais pas, le sonnet ou des choses classiques, mais avec les apports des traditions orales de leur nation. Et tout ça ensemble, ça, ces objectifs qui sont vraiment contraires à ça, et c'est pour l'ouverture, pour l'empathie, pour la réflexion, dans un système de collaboration. Pour les stéréotypes, il a fallu... Ouais. Je vais m'attarder juste 2 secondes sur la langue et sur les stéréotypes. Parce que pour la langue, le problème, c'est que, évidemment, la grande part de la littérature autochtone au Québec, c'est écrit en français. Ils choisissent le français, on va voir des exemples où ils écrivent de façon bilingue ou même trilingue, parfois. Mais pour beaucoup de ces auteurs, la langue maternelle, c'est le français ou l'anglais. C'est pas leur langue autochtone. Donc oui, l'usage du français dans les littératures autochtones, c'est ce qu'il y a de plus courant. Ça ne veut pas dire que c'est un choix ou que c'est vraiment une décision personnelle. Donc il faut faire attention à ça. Pour les stéréotypes, quand on aborde les œuvres d'auteurs autochtones ou amérindiens, c'est
on a souvent les attentes du public qui sont influencées par les stéréotypes qui sont persistants dans la culture. Donc, on a des représentations un peu simplistes, un peu généralisées des cultures autochtones. Donc, la conséquence, c'est qu'on met une pression un peu implicite sur les auteurs pour qu'ils agissent un peu comme des ambassadeurs de leur culture, qu'ils nous offrent des leçons, des explications sur leurs traditions, sur leurs histoires. Évidemment, ça découle d'une perspective coloniale, parce que ça réduit les peuples autochtones à des objets d'étude ou à des curiosités culturelles, plutôt que de reconnaître leur souveraineté, leur complexité et leur diversité en tant que nation distincte. C'est souvent un problème de la généralisation. Et encore une fois, ça repose sur l'idée erronée que ces auteurs, autochtones ou amérindiens, ont la responsabilité de représenter et d'expliquer leur culture au public non autochtone. Donc, ça place le fardeau sur les auteurs, ça les oblige à jouer un rôle éducatif, mais ça les relègue aussi à ce rôle de fournisseur de culture, de connaissances. Donc, c'est important aussi de reconnaître que c'est des artistes, avant tout, et qu'ils ont le droit de créer des œuvres qui répondent à leur propre motivation créative et à leurs propres préoccupations. On ne doit pas les réduire à des porte-paroles de leur culture, mais on doit vraiment les reconnaître comme des individuels avec une perspective unique à offrir. C'est un peu le but aussi de ma thèse, même si je fais en anglais. Donc, pour discuter un petit peu de tout ça, je vous ai préparé une sélection d'extraits de textes. On va aller plus ou moins chronologiquement. On va commencer par Anne Antane Capech, parce que c'est vraiment l'aïeule, la pionnière absolue de la littérature en français par des autochtones. Alors, elle est Innu. Je vais vous présenter ces deux extraits de son roman « Qu'as-tu fait de mon pays ?» C'est son second roman. Alors, dans le premier extrait, « Tu as préféré me voler, rien que pour pouvoir t'appeler Québécois. Crois-tu pouvoir me leurrer, même si jusqu'à la fin des temps, tu ne fermes jamais le bec et que tu continues à crier partout, à la radio, à la télévision, que tu te nommes Québécois, jamais je ne serai d'accord avec toi. C'est mon territoire, c'est avec mon territoire que tu t'es enrichi, et c'est moi maintenant qui suis devenu pauvre à cause de toi. Vois-tu, je ne suis ni un arbre que l'on coupe pour faire du papier, ni du minerai que l'on extrait pour vendre. Je suis un être humain, moi aussi, comme toi. » Donc elle dénonce la dépossession du peuple Innu, ou montagnais, et l'exploitation de la terre, l'exploitation des forêts, les massacres des animaux. Et elle se moque beaucoup du nationalisme québécois, qui s'insurge toujours contre les anglicismes, contre l'américanisation du Canada, mais aussi qui piétine sans vergogne les droits des autochtones. Et il continue de faire ça. Il continue d'imposer des violences coloniales sur les communautés autochtones du Québec. Donc ça, c'est son deuxième livre. Et elle prône encore plus la résistance et l'indépendance que dans le premier. Et celui-ci, je l'ai aussi choisi parce qu'elle suit une séquence narrative chronologique. Elle part du territoire pré-contact, avec les activités traditionnelles des Inuits. Elle passe vers la colonisation, l'exploitation du territoire, les colons, et puis la sédentarisation forcée des Inuits, qui étaient un peuple nomade, et les politiques provinciales et fédérales d'assimilation. Et la dernière séquence, ça imagine une révolte. Et le protagoniste, c'est juste l'enfant, c'est notre protagoniste. Et il se révolte à la fin parce qu'il ne supporte plus de devoir continuer à accepter ce que les Blancs lui imposent. Donc c'est ça le deuxième extrait que je vous ai mis. Alors l'enfant s'arrêta de parler. Il était très en colère quand il se rendit compte de l'importance des choses qu'il avait perdues. Il avait perdu son territoire entier, tous les aspects de sa culture et même sa langue. Il savait alors qu'à l'avenir, et jusqu'à sa mort, il devrait continuer, bon gré mal gré, à faire le fou avec les polichinelles et à jouer à leur polichinellerie. Donc quand on lit ce roman, nous lecteurs, on reconnaît le symbolisme des épisodes de la colonisation et on s'identifie à l'enfant. Donc Capech, elle nous force à reconnaître et à ressentir ces émotions de la perte, de l'impuissance, de l'incompréhension, et elle nous confronte d'une manière vraiment vivide à cette angoisse d'un enfant qui a tout perdu. Elle a souvent été critiquée et étiquetée comme agressive ou amère à cause de sa dénonciation des injustices. Mais vraiment, ces textes sont remplis d'espoir et c'est très important parce que ça continue de servir de modèle pour beaucoup d'autres écrivains, surtout Innu.
Alors, j'ai gardé ça pour s'il y avait des questions. Dans la génération juste après Capêche, on a par exemple les poétesses Joséphine Bacon et Rita Mestocosho, et elles décrivent aussi leur amour pour la culture et pour la langue inou. Et elles continuent dans les pas de Capêche parce qu'elles continuent cette dénonciation de l'assimilation, mais avec vraiment en parallèle et vraiment intrinsèque une célébration de la résilience autochtone. Donc je voudrais vous présenter quelques poèmes par Joséphine Bacon qui sont, c'est toujours bilingue. Donc vous avez toujours le face-à-face comme ça des deux langues. Ça passe de inou en premier et français en face ou l'inverse. Il y a pas, ça change. Donc je vous ai mis les deux. Tu es musique. Tes nuages sont sans frontières quand ils s'approchent. Leurs odeurs se parfument de brume. Tu danses la pureté des gouttes. Les yeux éteints, je perçois ta beauté, tes mélodies. Je dépose du tabac en offrande sur une pierre. Je te suis redevable pour ma liberté. Donc là, le tu, dans tout cet ouvrage, elle parle à la terre, en général. Parfois, elle parle un peu plus spécifiquement à un lac, à une rivière ou à un arbre, ou au système d'épistémologie inou, mais elle dit toujours avec le tu. Donc, des fois, on peut l'identifier un peu plus précisément, et des fois, c'est un peu plus général comme ça. Un autre exemple, j'ai grandi avec l'espace, les voix sont simples. Parfois, j'emprunterai les mots des poètes. Tu es là, je suis là, c'est chez toi que tu me fais entendre la terre. Et non, là, on a encore le tu. Ça, c'est un autre recueil de ces poèmes, Bâton un message. En général, c'est celui qui est le plus connu et qui est le plus étudié, par exemple à la CAC. Et dans celui-là, elle parle encore plus vraiment de la relation à la terre. Et elle fait des parallèles vraiment explicites et directs avec l'épistémologie inou. Et elle parle vraiment des rêves, des visions, de la science, des images, etc. Donc je vous ai mis plusieurs extraits quand elle parle du rêve. Elle parle de son peuple, précieux comme un poème, sans écriture. Et ça nous rappelle toujours ce dilemme avec l'écriture, l'utilisation du français, le bilinguisme, mais avec toujours le poids, la pression du système colonial et de l'imposition du français sur l'écriture. Je vais trop vite ou ça va? On est bon? Ok, super. Autre poétesse inou de la même génération que Bacon, qui est aussi très influencée par Capêche, c'est Rita Mestocosho. Elle partage beaucoup de thèmes avec les Capêche et Bacon. Elle parle beaucoup des cycles circulaires, de la connexion à la Terre, mais elle parle plus de la liminalité de la culture inou par rapport à la culture québécoise, vraiment plutôt que marginalité. Donc elle parle des différences, des problèmes, mais c'est toujours avec une dynamique de changement, d'évolution et de mouvement dans le temps et dans l'espace, plus que vraiment deux groupes complètement distincts et en opposition. Comme Capêche et Bacon, elle écrit beaucoup de textes bilingues, en français et en inuaimun, mais elle écrit aussi en français uniquement. Et elle parle beaucoup de l'association et de son objectif pour le futur, qui est vraiment de coexister. Donc elle insiste beaucoup sur l'interconnectivité et les échanges. Un extrait de Lumière d'automne, un de ses poèmes, qui n'est que en français, mais avec un titre en anglais. En buvant un thé anglais, s'il est vraiment anglais, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette, bref, le thé et la bonté, vraiment magnifique journée, une lumière apaisante, peut-être que je divague ou je rêve d'un mirage, d'un autre été. On ira voir cette fameuse grotte, là où les ours ont sommeillé des grands hivers, là où les grands froids ont pénétré nos os, là où je me suis endormie une vie entière. La route qui mène vers la grotte est là, quelque part, proche de ma poitrine, du côté gauche. On ira ensemble. Et alors, c'est sûrement complètement tiré par les cheveux, mais à chaque fois que je lis ce poème, je pense à Victor Hugo, avec le côté droit du dormeur du Val et on ira ensemble quand il a les mains derrière. Et je sais que c'est pas possible. Il n'y a pas de corrélation, c'est pas possible. Mais à chaque fois, c'est à ça que je pense. J'espère que je l'ai pas du coup gâché pour tout le monde. J'aurais peut-être dû garder ça pour moi.
Une autre écrivaine Innu qui cite Capêche vraiment comme une référence, c'est vraiment encore une fois l'aïeule, la pionnière, c'est Natacha Canapé-Fontaine. Elle est écrivaine, elle écrit de la prose comme de la poésie. Elle fait aussi de la musique. Je vous ai mis par exemple là ces 2 albums. Et c'est des albums qui peuvent être écoutés complètement indépendamment ou qui peuvent servir de communication, de collaboration avec Un silence pour un bruit. Donc vous pouvez les expérimenter. Ça les anglicismes, les expériencer, non séparément ou bien ensemble, et vous pouvez combiner, parce qu'il y a 2 albums pour un livre. Donc elle fait beaucoup de choses comme ça avec des multimédiums. Et elle, comme Naomi Fontaine, qu'on va voir plus tard, elle fait beaucoup de traductions d'œuvres amérindiennes écrites en anglais par des écrivaines amérindiennes. Donc toutes les 2, elles font beaucoup comme ça de traduction vers le français. Et elle est aussi actrice. À la fin, Fabien vous enverra, j'ai fait un PDF cliquable avec plein de ressources auxquelles vous pouvez accéder en ligne. Et il y a plusieurs de ces courts-métrages que l'on peut regarder en ligne. Et elle était dans la saison 7 de Unité 9. Personne ne connaît jamais, mais c'est un peu le Law and Order au Québec. C'est super célèbre. Et il y avait des discussions quand elle a joint le casting de la saison 7 parce qu'elle jouait une femme autochtone en prison. Donc il y avait la pression du voilà, est-ce qu'on continue le stéréotype avec la criminalité, la pauvreté, etc. Mais elle a choisi d'accepter le rôle pour essayer d'ajuster un petit peu la représentation. Donc en parlant de Capêche, elle dit « C'est elle qui m'a donné la flamme revendicatrice, qui m'a inspirée pour ne pas avoir peur de parler. J'ai lu son livre à 17 ans, et je me suis dit, si une femme Innu pense comme ça, je peux me permettre de le faire aussi. » Et la photo que je vous ai mise, c'est quand elle a interprété le texte de Capêche « Je suis une maudite sauvagesse » en Innu Aimun au théâtre. On a une mise en scène sobre, presque rigide, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de couleur, voilà, c'est vraiment juste ça, sur scène, elle avec sa table. Et ça représente les dispositifs de commission, les commissions gouvernementales, qui demandent aux autochtones de venir partager, témoigner, expliquer au gouvernement et qui doivent toujours faire la performance de leur traumatisme intergénérationnel. Donc derrière son micro, elle représente la femme autochtone qui est catapultée devant une foule de Canadiens, hommes, blancs, qui veulent l'intimider et l'empêcher de délivrer son témoignage. Et le livre, à l'origine, il est bilingue, mais cette mise en scène, cette adaptation en théâtre, elle est que en Innu Aimun. Donc c'est encore plus fort, je ne sais plus le mot en français, c'est encore plus un dispositif quoi, pour reprendre le contrôle sur l'histoire, parce que c'est entièrement dans la langue. Je vous montre quelques exemples de ces collaborations comme ça qu'elle fait, de ces productions littéraires qui sont avec d'autres choses. Alors c'est Tété Piscat, vous aurez le lien dans la liste de ressources, c'est complètement accessible en ligne. C'est une collaboration artistique qui réunit plein d'écrivaines autochtones, beaucoup québécoises, et c'est une initiative qui vise à mettre en lumière les voix et les expériences des femmes autochtones à travers la poésie et la prose, mais aussi la musique et d'autres formes d'expression artistique, comme les arts plastiques ou la photographie. Les volets explorent l'identité, la culture, la spiritualité, l'environnement et les droits des peuples autochtones. Donc ce projet, enfin son chapitre, si vous voulez, qu'elle a préparé pour Tété Piscat, c'est une collection de photos qu'elle a prises pendant un voyage. Et ensuite, quand elle est rentrée, elle a écrit les poèmes pour aller sur les photographies en repensant à son voyage. C'est un voyage qu'elle a fait en 2016. Elle est partie avec son père sur le lac du Tété Piscat pour visiter les vestiges du camp de chasse de sa famille. Donc elle, c'est la première fois qu'elle y allait. Et son père, il y était plus allé depuis 77, quand il était ado, quand le dernier été où il chassait avec son père. Donc c'est un essai qui est composé de combinaisons variées entre photos, il y a aussi de la musique. Quand vous allez sur le site, il y a des chansons qui commencent à jouer quand vous cliquez sur les poèmes. Donc photo, musique et texte. Donc ça offre une expérience vraiment interactive qui évoque la matérialité de l'absence, les cycles circulaires du temps qui passe. Au lieu d'une ligne, on a des cycles circulaires.
et la transmission des connaissances, des arts et de l'amour à travers le temps. Donc j'ai choisi plusieurs extraits de ce volet qu'elle a fait pour Tété Piscat. Je suis venue de si loin pour te dire que l'existence n'a pas été si néfaste que ça. Seulement, il a fallu sortir la tête de l'eau, si souvent, pour reprendre notre air. Nous avons eu peur, souvent, mais n'avons jamais renoncé à exister. Même si beaucoup d'entre nous se sont donné la mort, nous n'avons jamais renoncé à exister. C'est un des premiers poèmes. Quand vous allez sur le site, en fait, ça déroule au fur et à mesure de la musique. Vous avez des photos comme ça qui arrivent et qui s'enlèvent, et vous avez des textes qui se superimposent. Donc là, c'est elle avec son père sur le lac. J'ai réclamé une vérité. Je ne sais pas me nommer. Mon visage n'a de reflet que sur les eaux, mes poumons de mémoire que sur les terres. Appelle-moi, appelle, falaise. Redis-moi, si je suis, si je tombe, si je me tiens. Yeah. Donc, je vous ai parlé de Naomi Fontaine tout à l'heure parce qu'elle fait beaucoup de traductions, donc de textes qui sont en anglais, d'écrivaines amérindiennes. Et elle a réédité, par exemple, des collections de Capèche ou des collections d'auteurs émergents autochtones. Donc, elle est aussi très active dans ces questions d'identité culturelle et de transmission. Elle écrit beaucoup sur la résilience face à l'adversité et les impacts du colonialisme sur les communautés autochtones, mais elle se focalise vraiment sur les dynamiques sociales, culturelles et familiales à l'intérieur des communautés, surtout Innu, parce qu'elle est Innu. Et elle met encore plus l'accent sur les expériences des jeunes et des jeunes femmes, vraiment en particulier. Et sa production littéraire est aussi très liée à son engagement communautaire. Elle participe à plusieurs initiatives de revitalisation du langage et elle fait beaucoup d'ateliers d'écriture, elle prend des jeunes comme des internes pour développer leur talent et pour essayer de les introduire au système de publication et d'écriture. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est un roman, donc c'est difficile de trouver un extrait comme là quand on coupe. Mais je vais vous expliquer après pourquoi c'est un extrait qui est assez important. Un enfant le suit, le regarde attentivement. C'est à cause de sa beauté et des bagues d'argent qui ornent ses doigts. C'est ce qu'il se dit. Il fait des sourires à l'enfant, lui demande qui est son père. Il répond « J'ai pas de père ». Il regrette. Il aurait dû lui demander qui est sa mère. Tout le monde sait qu'il teint ses cheveux gris. Les bagues en toque qu'il se met au doigt lorsqu'il enfile sa veste de cuir à franges lui servent de prétexte pour rouler lentement dans la réserve. Il a le teint foncé de ceux qui ont abusé de l'alcool, de ceux qui ont travaillé sous le soleil, de ceux qui ont vieilli. Les joues, le front, les mains ridées. Il dit « J'ai tout fait, moi, dans la vie. La tirade du couturier, du débroussailleur, du pêcheur, du chasseur, du pompiste, du monteur de ligne, du bûcheron, du charpentier. » Il ajoute « sans abri. » Il a un rire brisé par la fumée. Lorsqu'il discute ainsi, il parle en français, cette langue qui lui glisse dans la gorge, qui fait mentir sa fausse assurance. Il prend pension chez une de ses sœurs, occupe la plus grande chambre au sous-sol. Pour toute commodité, il possède une boîte pleine de DVD, une étagère où s'entassent des bouteilles de parfum, un miroir en long, un peignoir à carreaux, des bottes de cow-boy remisées et un lit parfaitement centré sur le mur et toujours fait. Alors, quand on découvre ce genre de texte pour la première fois et où on n'a pas beaucoup de contexte socio-historique sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, l'histoire des Autochtones au Canada, c'est peut-être un peu implicite, c'est peut-être un peu vague. Il y a vraiment des références absolument directes à un événement vraiment très long, un processus extrêmement long, extrêmement complexe de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord, qui est souvent très méconnu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour m'étendre un petit peu dessus aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le système des pensionnats autochtones. En anglais, c'est IRS pour Indian Residential Schools. Alors là, vous avez des cartes avec la répartition de tous les pensionnats autochtones
sur le continent. Alors vous allez me dire, ok, c'est quoi pensionnat? Pourquoi est-ce que c'est si terrible? Ça a vraiment été mis en œuvre par les gouvernements pour assimiler de force les enfants. On les retirait de leur famille pour les placer dans des institutions chrétiennes fondées par le gouvernement. On prenait les enfants très 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 tôt, 3-4 ans, et ils restaient entre 5 et 12 ans dans ces écoles. Parfois, il n'y avait pas de rentrée chez eux en été. Enfin, il y avait beaucoup de tentatives d'évasion, il y avait beaucoup de conditions absolument terribles dans ces pensionnats, malnutrition, torture, châtiment corporel, violences sexuelles. Le pire que vous puissiez imaginer, ça s'est passé. On a souvent ces photos qui étaient utilisées comme matériel promotionnel, mais maintenant qu'on sait et qu'on regarde, on se rend encore plus compte vraiment de l'assimilation forcée et du fait que c'était une politique coloniale. Vous avez peut-être entendu pour les États-Unis, on parle de Richard Henry Pratt qui avait dit « Kill the Indian to save the man ». C'est lui qui a fondé la première Indian Residential School et le système canadien a été fondé dessus. Il y avait vraiment une collaboration, c'est vraiment la même chose. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, vous imaginez que si on kidnappe des enfants, donc vraiment extrêmement jeunes, et on les envoie le plus loin possible de leur communauté d'origine pour qu'ils ne puissent pas rentrer chez eux, pour que leur famille ne puisse pas venir leur rendre visite, et aussi pour tous les mélanger ensemble, pour éviter que se forment des alliances, des continuations de la langue, etc. Et c'était du travail forcé, très genré. Les filles font de la couture, les garçons travaillent à la ferme. On pourrait en parler pendant absolument des heures et on décaillerait vraiment très vaguement un tout petit bout à la surface. Mais c'est quelque chose qui a duré. On a plusieurs dates de début, mais on va dire 1840, dans cette décennie des 1840, ça a commencé. Vous avez le développement et la répartition, le nombre vraiment énorme de ces pensionnats. Et quand on parle de, voilà, c'est historique, c'est dans le passé, le dernier pensionnat autochtone a fermé au Canada en 96. Donc c'est pas, voilà, c'est pas si passé que ça. Donc on a une série de générations de toutes les communautés du continent qui ont été extrêmement profondément traumatisées. Donc évidemment, ça continue de se voir aujourd'hui et évidemment, c'est quelque chose qu'on voit dans les textes. Donc, dans des textes comme ça, c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux quand on n'a pas l'habitude ou quand c'est pas ce qu'on cherche. Mais la mention du lit parfaitement centré sur le mur est toujours fait. C'est très commun, ça revient beaucoup, et c'est une allusion au dortoir et au système militaire, etc. Donc il y a des petits détails comme ça. On vous parle du français, il parle en français, cette langue qui lui glisse dans la gorge, parce qu'il n'a pas sa langue. Il l'a perdue, on la lui a prise, et tout le monde après lui en a été privé aussi. Donc voilà, ça saute pas aux yeux, mais c'est toujours vraiment, vraiment présent dans tous les textes. On pourrait méticuleusement éplucher comme ça, mot par mot, on pourrait en trouver des centaines et des centaines des références. Il y a beaucoup de témoignages qui sont disponibles en ligne. C'est ce qui s'appelle la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Et c'était une commission qui a voyagé un peu partout. Et les victimes ou les familles des descendants de victimes étaient invitées à venir parler de leur traumatisme. Donc on revient à la performance au théâtre de Fontaine. Un autre écrivain, Innu aussi, ils sont la plus grande majorité autochtone au Québec, c'est Michel Jean. Il est très prolifique et il parle aussi beaucoup de la culture, de la langue, de l'histoire Innu, mais il a aussi beaucoup d'ouvrages qui n'en parlent pas du tout. Donc il y a aussi cette discussion de cette performance, de cette responsabilité où on attend toujours qu'il y ait des personnages Innu qui nous parlent du langage, qui a un lien avec autobiographique. Bah, parfois, non. Par exemple, Envoyé spécial, c'est une collection d'essais des journalistes
pour Radio-Canada. C'est une collection d'essais sur ses expériences de journaliste d'envoyé spécial. Donc, il parle de ses voyages, d'être témoin d'événements, de parler à des gens. Par exemple, Un monde mort comme la Lune, c'est un roman un peu noir, c'est un peu un polar, ça se passe à la Havane, il y a un putsch, il y a des opposants politiques, il y a des espions. Voilà, c'est pas forcément toujours une présentation ou une performance de la culture. Donc c'est aussi important. Pour les extraits, je vais me focaliser sur ces deux romans les plus récents. On a Coucoum. Ça raconte l'histoire de son arrière-grand-mère et du traumatisme de la sédentarisation forcée. Il retrace sur un ton très intimiste les barrières que rencontrent les femmes autochtones, l'attachement aux valeurs ancestrales des Inuits et le besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades. Encore une fois, les Inuits, historiquement, étaient un peuple nomade. Donc, ils sont aujourd'hui sédentaires, c'est pas par choix. Donc là, on est tout au début du roman. J'ai grandi dans un monde immobile, où les 4 saisons décidaient de l'ordre des choses. Un univers de lenteur, où le salut dépendait d'un bout de terre qu'il fallait travailler et retravailler sans cesse. Mes plus anciens souvenirs remontent à la cabane où nous vivions, guère plus qu'une modeste maison de colons en bois, carrée, avec un toit à 2 versants et une seule fenêtre sur la façade. Devant, un chemin de sable. Derrière, un champ, arraché à la force des bras à la forêt. C'est un terroir rocailleux. Et pourtant, les hommes le traitent comme un trésor, le retournent, l'engraissent, l'épierrent. Et il ne rend en retour que des légumes fades, un peu de blé et du foin pour nourrir les vaches qui donnent le lait. La récolte serait bonne ou pas, ça dépendrait du temps. Le ciel en déciderait, disait le curé, comme si Dieu n'avait que ça à faire. Là, pareil, c'est une fictionnalisation de la vie de son aïeul. Vous allez me dire, bon, ok, c'est une contextualisation, on nous parle du contexte régional. Là, on a aussi un commentaire, encore une fois, c'est assez implicite, mais sur le système des réserves et de la sédentarisation forcée. Parce que pendant des milliers d'années, les Inuits n'avaient pas des fermes de sable qui donnaient quelques petits navets et puis ils n'avaient pas de vaches. Toutes ces choses. Et en même temps, on a cet amour un peu forcé, mais qui continue pour la terre. Cette résolution de, bon, bah, maintenant je suis ici, maintenant c'est ma terre, je vais faire avec. Et en plus de juste faire avec, je vais continuer à la célébrer, à l'aimer, à la travailler de façon positive. On nous parle de travailler la terre avec amour, alors que voilà, il n'y a rien qui arrive, il y a la famine, etc. Donc il y a toujours cette discrépance, ça y est, les anglicismes, ce dilemme, quoi, cette opposition entre la violence coloniale, la sédentarisation forcée, l'assimilation, mais continuer, tant bien que mal, à transformer, à faire évoluer la culture et la langue. Et on a beaucoup de références aux éléments de la nature. Par exemple, cet autre extrait, « Le vent se lève et vient lécher mon visage usé. Le lac s'agite. Je ne suis qu'une vieille qui a trop vécu. Toi au moins, mon lac, ils ne peuvent rien contre toi. Tu es immuable. » Dans ce tout petit extrait-là, on a la relation de l'humain à la Terre, on a la relation de l'humain au temps et à l'espace, et on aperçoit déjà cette considération des cycles qui sont circulaires plutôt que linéaires. Encore une fois, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Donc ça, on le voit toujours. Encore une fois, c'est pas toujours super explicite, mais on le retrouve beaucoup. Un autre de ses romans les plus récents, c'est pour ça que je l'ai choisi, Tiohtià:ke, ça nous parle de Élie Mesteneapo, c'est complètement fictionnel, hein, c'est vraiment un roman de fiction. Il sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de son père. C'était un homme très alcoolique et très violent. Mais voilà, il a été arrêté, il a passé beaucoup de temps en prison. Selon la tradition Innu, sa communauté l'a banni. Donc il se retrouve à la rue, à Montréal, où il rencontre d'autres autochtones qui sont de plein de nations différentes, qui eux aussi se sont échoués dans la métropole. Et cette nouvelle communauté va leur permettre de reformer des attachements, de recréer un nouveau système de communauté,
et de se reconstruire en tant qu'individu. Donc on a encore la relationnalité, communauté-individu, communauté-individu. Donc là, on est tout au début, encore une fois, du roman, parce que j'essaie d'éviter les spoilers. C'est quand il sort de prison. C'est ça qui commence. Le temps s'écoule lentement en prison. Chaque détenu compte les jours qui le séparent de sa liberté. Et quand l'un d'entre eux est libéré, tous les autres le regardent partir, avec une pointe de jalousie. Pourtant, Ellie ne sait pas s'il a envie de sortir. Personne ne l'attend à l'extérieur. Il n'y a pas une auto avec une femme à l'œil humide à son bord qui surveille la porte dans l'attente de le voir en émerger. Il n'y a que le vent qui souffle sur le pénitencier et la forêt qui l'entoure. Donc il y a déjà cette opposition. Les autres détenus, ils sont contents, ils sont excités de sortir parce qu'ils rentrent chez eux. C'est la fin, mais ils retournent. Et lui, il a nulle part vers où retourner. Il est banni, il a nulle part où aller, il n'a pas de communauté. Après lui avoir fait signer des documents, le gardien conduit Ellie dans une section du pénitencier qu'il n'a jamais vue auparavant et qui mène vers la sortie. Il reste un moment figé devant la porte, qui n'est pas en métal comme celle de sa cellule, mais en riche bois verni. Il respire une ultime bouffée d'air carcéral et tourne la poignée. Et donc là, dès le début, dès les premières pages, on a beaucoup d'opposition entre l'intérieur, l'extérieur, mais aussi le système canadien et ce qui normalement serait un retour à la communauté Innu et à la terre. On a l'opposition entre le métal avec l'air, le bois, et puis en haut avec la forêt, le vent qui souffle. On essaye de rappeler ces connexions, mais en les rappelant, on rappelle qu'elles sont coupées, elles n'existent plus. Donc ça ancre vraiment le protagoniste dans cette difficulté. Et ça nous annonce ce besoin de communauté qui va arriver. Quand j'étais à Ottawa, il y avait beaucoup de personnes autochtones, surtout Inuits, à la rue. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Et les personnages dans ce roman me rappellent, il y a des conversations, donc complètement imaginées, fictionnelles dans le roman, mais qui sont des conversations littéralement que j'ai eues avec certaines de ces personnes, parce que je les voyais tous les jours, toutes les semaines, à l'arrêt de bus, à la sortie du Starbucks, des choses comme ça. Et peu importe leur nation d'origine, et peu importe, enfin pas peu importe, mais selon la raison pour laquelle ils se retrouvaient là, ce qui revenait toujours, et dans le roman, c'est l'isolation, le déracinement, et l'importance de partager ses valeurs pour pouvoir reformer une certaine nouvelle forme de communauté. Donc, encore une fois, c'est complètement fictionnel, mais en lisant, j'étais de retour à Ottawa à discuter dans la rue avec les gens. Alors là, on change de nation, de langue. On passe à Virginia Pessimapé au bord de l'eau. Elle écrit. Elle a une identité mixte parce qu'elle a été élevée par des parents cris et aussi français et québécois. Donc elle parle beaucoup d'hybridité, de liminalité. Elle est aussi plasticienne. C'est toujours très important dans ses textes, c'est pour ça que je le mentionne. Elle a commencé à peindre quand elle avait 6 ans parce que elle essayait d'expliquer le rêve qu'elle venait d'avoir à son père et il comprenait pas. Elle n'arrivait pas à lui expliquer avec des mots, donc il lui a acheté des aquarelles et du papier et c'est comme ça que ça a commencé. Donc elle parle toujours de ça, de cette relation entre la visualisation, la production plastique et la production littéraire. Récemment, elle fait des illustrations assez figuratives comme ça pour des livres pour les enfants, mais en général, c'est des tableaux comme ça vraiment très grande échelle, avec toutes ces combinations de couleurs éclatantes, souvent surréalistes. Et elle dit qu'elle utilise toutes ces couleurs comme ça vraiment pures pour, je cite, le choc émotif qu'elle provoque. Donc là, avec choc, on est vraiment avec l'opposition, la surprise, c'est un contraste qui est vraiment voulu. Et elle utilise aussi l'écorce, le sable et le lichen pour travailler les textures. Donc elle crée parfois des ensembles visuels qui sont vraiment en beaucoup de dimensions. Dans ses textes, comme dans ses peintures et dans ses installations, elle expérimente avec ses expériences d'identité culturelle. Donc elle utilise son identité mixte et des expériences personnelles assez générales comme le deuil, les rêves, les souvenirs, pour proposer une réflexion toujours très émotionnelle et très spirituelle sur l'occupation humaine du territoire.
Alors, quelques extraits de... c'est sa collection de poèmes la plus connue, de Rouge et de Blanc. Vers midi, des blessures ouvertes coulent. J'y trempe mes pinceaux qui définissent les ombres noires sur la fibre blanche. En marche arrière, elle devient coton dont je calfeutre le flot rouge. Ne parlez pas. Je suis tout à elle, irriguée par les eaux vivantes. Les couleurs hurlent en écho écarlate, transperçant la terre, et leur éclat se perd dans les étoiles. Donc là, on a tout. On a les visualisations, la production plastique, on a la langue, le temps, les étoiles, on a tout vraiment en même temps. Et vous voyez que c'est très lyrique, c'est très émotionnel, c'est assez représentatif de son style. Je ne veux pas tout lire parce que c'est long, mais je vous l'ai mis dans la sélection que vous avez, ce passage où elle parle d'écrire comme respirer et comme traduire. Donc, il y a beaucoup de réflexions dans ces poèmes. Parfois, c'est des poèmes en prose. Vous voyez là, c'est des vers libres, vers en prose. Elle parle toujours de ça, de l'alphabet, de la langue, des couleurs, du territoire. C'est toujours vraiment comme ça mixé, mélangé, avec énormément de métaphores et beaucoup de réflexions, de références vraiment classiques, de poésie classique, mais aussi qui sont vraiment en relation avec l'épistémologie cri. Deux autres exemples d'auteurs francophones autochtones, et puis ensuite je vais conclure. Maya Cousino-Molen, elle est Innu, mais elle a grandi dans une famille adoptive franco-québécoise. Contrairement à beaucoup d'autres enfants autochtones adoptés dans une famille européenne, elle a eu une expérience très positive et ces deux familles, biologiques et adoptives, ont toujours été en contact. Il y avait vraiment des relations entre tout le monde et grands-parents, arrière-grands-parents. Ils sont amis, ils travaillent ensemble, etc. Donc il y a vraiment cette communauté, cette intercommunauté aussi. Et c'est vraiment super rare. Donc c'est aussi pour ça qu'elle en parle vraiment explicitement beaucoup. Elle en tire une curiosité de l'autre et une vision dynamique sur les relations interculturelles. Elle écrit beaucoup sur les femmes, le corps de la femme Innu, l'amour, les amants et la colère identitaire avec la colonisation. Elle travaille aussi sur l'architecture autochtone, pré-contact, et elle fait du théâtre. Elle dit que ses expériences familiales de relationnalité interpersonnelle, elle les transmet dans sa poésie parce que pour elle, je cite, c'est trouver des façons de formuler des choses difficiles dans des termes qui vont toucher le cœur et non la colère de l'autre. Donc elle parle de violences coloniales beaucoup, elle parle des violences sexuelles contre les femmes autochtones beaucoup, très explicitement, mais toujours dans cette optique d'espoir, de collaboration, de réunification. Elle a des poèmes très très courts, donc c'était encore plus difficile de choisir. J'allais dire c'est plus simple, mais non, c'était pas plus simple. Le bréviaire du matricule 82 est assez connu. Immobile sur ma terre non cédée, couverte d'un béton qui l'étouffe. Je laisse derrière moi les loques coloniales pour retrouver ma chair nue au soleil. Je m'apprivoise, car jamais je ne me suis aimée. Je me découvre, visage millénaire. Donc elle parle beaucoup du corps, des représentations esthétiques et de la physicalité d'exister en tant que femme Innu, mais avec un héritage mix, etc., dans la société contemporaine. Je vais terminer avec Jean Tsioui. Il est Wendat ou Huron en français, mais en général, on préfère quand même un petit peu Wendat. C'est un des auteurs les plus prolifiques au Québec et un des auteurs autochtones les plus prolifiques au Québec. Donc, il n'y avait pas assez de place sur la diapo pour mettre tous ces bouquins. Vous pouvez trouver la liste en ligne. En plus de son œuvre littéraire vraiment large et super variée, il est très engagé comme mentor auprès de la nouvelle génération d'écrivains autochtones francophones. Et il travaille vraiment très activement pour l'avancement de la littérature autochtone d'expression française au Canada. Il est formateur pour les écrivains autochtones en début de carrière pour le Conseil des arts du Canada. C'est un fonds du gouvernement fédéral.
Et il a fondé les éditions Anne-Norac avec son fils Daniel Souy. Vous l'aurez sur la liste de ressources. C'est une maison d'édition et une librairie à Québec qui ne traite que de littérature autochtone, francophone, mais aussi de traduction. Donc, ils produisent beaucoup de traductions de textes dans les langues autochtones ou anglais vers le français. Donc, ils ont une maison d'édition et encore une fois une librairie à Québec qu'on peut visiter. Et ils ont beaucoup de ressources en ligne. Donc, vous aurez le lien dans la liste. Partager 2 poèmes de Suy pour finir. Au creux de ma vie, Kanata n'est plus un beau village. Tiohtià:ke s'appelle Montréal, francophonie en délire. Le sommeil agité des Indiens, chefs, maires, juges, curés, immigrés, décor des vies, rêves inachevés. Et dans le même recueil, fabriqué un temps par la ville, je prends de l'âge. Mes nuits s'allongent avant de mourir. Le matin, je parle au soleil. Assis sur une vieille souche, j'ouvre le feuillet de ma vie. L'éternité file à grands pas. Aujourd'hui, il me reste un peu de temps pour fêter avec vous. Donc là, on a encore une fois le temps qui passe, mais pas d'une façon linéaire, mais en cycle circulaire. Les références à l'humanité, avec le temps qui passe, la réalité physique des saisons, de la Terre, etc. Et l'urbanisation et la colonisation, le langage de Tiohtià:ke qui devient Montréal, etc. Encore une fois, on a 2 poèmes très très courts et on a déjà tous ces éléments. Et il y en a encore d'autres, mais je pourrais passer une présentation entière sur un de ces poèmes et on n'aurait pas tout. Donc, je vais arrêter là mon analyse. Alors, pourquoi c'est important de parler des littératures autochtones francophones? Parce que il y en a beaucoup, mais c'est très très méconnu. Pourquoi? Parce qu'on est seulement au début de ce cycle de développement, de promotion, de rayonnement, de diffusion et de médiation de ces littératures. C'est très actif, c'est très populaire au Québec. Dans le reste, même Ontario, même très proche, personne ne connaît, personne n'en parle. C'est difficile de même trouver, quand vous cherchez même le nom des auteurs, le nom de la maison d'édition qui est extrêmement célèbre au Québec, qui est très très installée. Ils ont une librairie, c'est absolument inconnu et il faut vraiment creuser pour les trouver. Donc il y a ce problème d'accès et de rayonnement de ces productions. Évidemment, il faut de la médiation parce qu'il ne suffit pas de tout d'un coup juste donner accès et distribuer les livres, surtout donner accès au grand public à des textes qui sont si culturellement spécifiques. Il faut aussi promouvoir les outils pour donner au public la possibilité de les comprendre et leur donner ces compétences interculturelles adaptées. Alors les 2 questions qui se posent en ce moment dans ce contexte, c'est pas un grand débat parce qu'encore une fois, l'extérieur du Québec, personne n'en parle, mais c'est les questions de vulgarisation et de traduction. Alors, vulgarisation, pas dans le sens négatif, vraiment dans le sens de populariser, mais de simplifier. Par exemple, des éditions qui sont bilingues, qui sont en cri et en français, ou en innu et en français, de les simplifier, de ne parler que du texte en français, par exemple, des choses comme ça. Alors oui, ça permet plus d'accès, ça permet plus de rayonnement, plus de distribution, mais est-ce que c'est vraiment productif de couper? Enfin, voilà, il y a des questions. Je vais garder mes préférences personnelles pour moi. C'est les 2 grands débats en ce moment. Le deuxième débat, c'est celui de la traduction. Parce que la majorité de la fiction, la poésie, du théâtre, mais aussi de ce qui est de la méthodologie, la recherche, les articles académiques, les sciences sociales, etc., par des auteurs amérindiens ou autochtones, encore une fois, à l'extérieur de Québec, c'est en anglais. Point. Alors, pour donner les moyens à un plus grand public d'apprendre et de comprendre les sujets et les enjeux autochtones amérindiens, ça nécessite la traduction, avec les problèmes que ça peut engendrer. Mais maintenant, pour la littérature amérindienne,
aussi autochtone, mais aux États-Unis, en la littérature anglophone, c'est vraiment super récent, ce boom, ce rayonnement. Mais la majorité des best-sellers américains, c'est vraiment ces 2 dernières années, peut-être 3, mais vraiment très, très, très récent. Maintenant, on a une traduction presque instantanée. Ça prend quelques semaines. C'est quelques semaines un best-seller, il y a déjà la traduction. Et en général, l'allemand devance le français de très très près. C'est toujours allemand-français en premier. Mais il y a très peu de maisons d'édition ou même de collections à l'intérieur des maisons d'édition européennes qui sont dédiées aux littératures amérindiennes, francophones ou traduites. Donc, qu'ils soient en anglais, en français, bilingue, trilingue, traduit, etc., on a un boom exponentiel de production littéraire autochtone et amérindienne, mais on n'a pas encore les outils pour cette diffusion, ce rayonnement. C'est pour ça que c'est un peu entre deux. Dans la liste des ressources, je vous ai mis des liens, encore une fois, c'est vraiment pour le Québec, mais il y a plein de ressources qui sont très facilement accessibles en ligne. Il y a aussi un organisme de diffusion des littératures autochtones qui ont un mandat, qui ont des bourses du gouvernement. Donc là, c'est vraiment spécifiquement pour des bourses de publication, pour trouver des agents aux auteurs, etc. C'est vraiment le côté industriel de la production littéraire. On a 3 salons du livre des Premières Nations, juste pour le Québec, donc c'est quand même très important. Et vous aurez les liens vers les éditions et aussi la librairie. Et je vous ai mis les liens pour ces deux livres, des livrets, mais c'est accessible en PDF sur leur site, vous aurez le lien. Ça s'appelle Je lis autochtone. C'est une campagne du réseau de libraires canadiens pour promouvoir la littérature autochtone pour les enfants. Donc c'est un magazine qui sort tous les ans en juin. Là, on a les 2 premiers numéros pour faire découvrir la littérature autochtone et la diversité des littératures autochtones. Et sur leur site, ils ajoutent des articles sur le théâtre, sur les comic books, etc. Donc c'est vraiment en pleine expansion. Et comme je disais dans mon intro, c'est la première fois que j'en parle en français, même si c'est des textes en français. Et pour ma thèse, je regarde des textes qui sont écrits en anglais. Mais quand j'ai commencé ma thèse il y a quelques années, j'avais un corpus assez réduit et vraiment très évident. Si je voulais regarder les romans très contemporains, j'avais une liste de 5-6 titres. Maintenant, je dois m'empêcher, je dois me forcer à ne surtout pas ajouter. Il y a des sorties tous les mois de livres qui remplissent tous les critères, qui sont tous des succès populaires. Il y en a qui sont immédiatement introduits dans le curriculum, par exemple, de littérature américaine, dans les lycées, etc. Donc c'est très récent, mais c'est absolument exponentiel. Et comme disait Anne tout à l'heure dans mon introduction, je suis critique littéraire spécialisée dans ça. Je fais beaucoup de recensions pour plusieurs magazines littéraires. Je dois refuser plusieurs recensions par mois. Je reçois des livres toutes les semaines. Et on me demande, il y en a tellement, je suis obligée de refuser. Mais voilà, je suis quand même contente et je les lis quand même. Mais voilà, je peux pas exprimer à quel point c'est énorme, mais encore une fois, c'est vraiment très, très, très récent. Donc, on commence seulement à organiser et à solidifier ce réseau de rayonnement et de diffusion. C'est pour ça que à l'extérieur du Québec, c'est encore très petit, mais c'est mon objectif. Donc, c'est la première fois que j'en parle et que j'en parle en français, mais j'espère que c'est pas la dernière. Absolument. Ouais, vas-y. Tu peux poser une question? Vas-y, Léa. Oui, d'accord. Alors, je connais quelques-uns de ces Ouais. ouvrages. J'en ai lu quelques-uns, mais je ne connais pas très, très bien. Je ne suis pas experte. Mais je voulais savoir si tu as remarqué en lisant cette littérature en anglais ou en français, si je ne sais pas trop comment exprimer mon idée, mais
si tu as remarqué que des fois, avec ces thèmes de la nature qui reviennent de cette célébration, ou oui, cette célébration de la Terre, si tu as remarqué que il s'agit parfois d'une auto-marginalisation de ces communautés, parce qu'on comprend que la nature est une très grande partie de l'histoire et de la culture amérindienne. Mais je me demande parfois si, à force d'écrire toujours sur la nature et sur ses valeurs, si ça ne renferme pas ces communautés dans cette idée que c'est un peuple primordial qui est pur, qui aime la nature, comme prémoderne, presque. Et si c'est pas un peu problématique, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, c'est super intéressant comme question parce qu'en fait, c'est un peu l'inverse. Si tu veux, la situation, depuis le début de la colonisation, aussi bien dans les politiques que dans les littératures au sujet des Amérindiens, des Autochtones, c'est vrai qu'on a toujours cette romantisation, l'image du bon sauvage, en communication avec la nature. On a Pocahontas qui parle aux animaux, etc. Alors, ça vient en fait de là. Ça vient des observations ou des débuts de traduction, quand les jésuites, par exemple, commençaient à faire du dictionnaire, des langues, etc. Parce que rien n'était séparable dans le langage ou dans les productions même orales, littéraires, de ces considérations épistémologiques de la relation entre la nature et les hommes. Donc, en fait, tous ces stéréotypes qu'on a, cette marginalisation et cette déshumanisation, parce que ça sert aussi beaucoup de les traiter comme des animaux, comme voilà, c'est aussi les sauvages, ça vient de là. Et alors le fait que même aujourd'hui, dans ces littératures contemporaines, tous ces auteurs continuent beaucoup d'en parler, en fait, alors ça renforce leur relation vraiment spécifique, chaque culture, Innu, Cri, Wendat, avec leur terre et leur épistémologie, avec leur langage, même si on a le problème de c'est écrit en français ou c'est écrit en anglais, évidemment. Et c'est aussi très souvent les auteurs en parlent, hein, c'est pas forcément présent dans les textes, mais il y a énormément d'auteurs qui en parlent et c'est un de leurs objectifs, c'est de reprendre ces stéréotypes qui ont été imposés et de dire non, en fait, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc oui, il dit c'est extrêmement important pour nous et c'est ça qui compte, point barre. Mais c'est une façon de décortiquer les stéréotypes et de rendre ces représentations adaptées à chaque groupe culturel. Donc oui, mais en fait, c'est dans l'autre sens. La cause et la conséquence, et la conséquence et la cause. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que des fois, j'ai l'impression qu'il y a un autre stéréotype qui se crée où on croit que tous les Amérindiens aiment la terre, ils sont là pour sauver la terre. Et je pense que ça ignore le fait qu'il y a en fait des individus qui exploiteraient volontiers la terre et qui aimeraient aussi profiter du système capitaliste, par exemple. Comme c'est pas un monolithe, il y a aussi des différences. Est-ce que tu as une autre question qui m'est venue à l'esprit? Est-ce que tu as remarqué des critiques envers d'autres... Des critiques où on ne parle pas de l'alcoolisme, par exemple, des gens en prison, mais est-ce qu'il y a des critiques envers d'autres personnes, comme par exemple des personnes qui ne partagent pas forcément les valeurs traditionnellement amérindiennes? Dans les textes, donc par exemple, si c'est un roman, si c'est une fiction, il va y avoir des personnages qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et il y a beaucoup d'auteurs qui évidemment, dans les sphères littéraires, quand ils présentent... Voilà, ils parlent des textes des autres, ils font des références, etc. C'est aussi très présent dans la sphère littéraire en anglais, c'est ce qu'on appelle native lit. C'est très très présent, mais en général, c'est plus lié aux performances d'identité que vraiment à tous ces autres éléments que tu as mentionnés. Ils les mentionnent et ils les critiquent, tu as absolument raison. Mais c'est toujours avec cette réflexion de « mais bon, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas monolithique, donc voilà, c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord. » C'est jamais l'un sans l'autre. Je ne l'ai jamais vu l'un sans l'autre, vraiment. Sauf quand c'est une critique vraiment
ciblé sur l'identité d'une personne ou les revendications un peu chaotiques à l'identité autochtone ou amérindienne d'une personne spécifique. Ouais. Et là, c'est beaucoup plus courant dans ce qui est les États-Unis que avec ces auteurs-là. Mais oui, ça existe. Ok. Absolument. Merci. Est-ce que tu peux décortiquer un peu le statut de la langue française dans ces communautés, en particularité envers les autres langues qui sont marginalisées, j'imagine? Ouais. Alors, pour le Québec et pour les populations, donc surtout Innu, il y en a d'autres, mais en majorité, et les sources qu'on trouve, les discussions les plus vocales sont par des profs, des auteurs, etc. Innu. Ils parlent beaucoup du français et aussi de l'anglais, comme voilà, c'est une imposition, c'est pas une décision, et souvent mais c'est pas forcément négatif dans le sens où ils parlent beaucoup d'utiliser le français comme un élan vers la traduction pour retourner, pour revitaliser les langages originels. Et pourquoi? Parce que la majorité des langages autochtones ou amérindiens ont été codifiés ou organisés à l'écrit avec une syntaxe, une grammaire, un alphabet, par surtout les Français, avec le réseau des jésuites, des prêtres jésuites. Donc la majorité des dictionnaires, des syntaxes, des grammaires, quand je dis la majorité, une bonne moitié de ces codifications des langages autochtones ou amérindiens ont été faits par les jésuites. Donc ça a été fait en français et ouvert le français. Donc c'est un peu les deux en même temps ou bien entre les deux. Voilà, oui, c'est une langue coloniale. Si on pouvait, on aimerait bien faire sans. On aimerait bien pouvoir n'utiliser que nos langues originaires. Mais voilà, c'est ça la situation, c'est pas possible. On s'en sert pour revitaliser en utilisant donc ces outils comme les dictionnaires des jésuites, des choses comme ça. Pour ce qui est des politiques linguistiques, ça dépend. Par exemple, avec les obligations de bilinguisme du gouvernement canadien, donc les obligations, tout doit être en français mais aussi en anglais. Déjà, Québec, c'est un petit peu différent. Par exemple, quand j'étais à Carleton, donc tout est en anglais, la scolarisation est en anglais, et on est à Ottawa, donc officiellement tout doit être bilingue, c'est pas du tout le cas. Donc tout était en anglais. Il y avait une obligation de bilinguisme pour n'importe quel programme, que tu sois à l'école d'ingénieur, à Sciences Po, il y avait une obligation de bilinguisme. Donc il fallait prendre tant de crédits en français depuis l'anglais, ou bien voilà, passer un examen et prouver que que tu pouvais parler aussi français. Juste pour l'Institut d'études autochtones et canadiennes, où moi je faisais ma maîtrise, on a demandé, pendant que j'étais là, et on a obtenu que cette obligation du bilinguisme puisse être avec une langue locale autochtone. Donc, moi, je l'ai fait en français, parce que comme ça, j'avais pas besoin de travailler. Mais j'avais des collègues, des camarades qui connaissaient soit de famille, de langue maternelle, soit qui avaient réappris leur langue, qui ont déposé une demande et ça a été accepté. Et donc, c'était l'université qui devait trouver un prof, un interprète, une personne qui pouvait leur faire passer l'examen, quoi, et dire OK. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais voilà. Donc, ça commence dans les universités, surtout avec ce genre d'adaptation, mais il n'y a rien pour l'instant qui soit général ou qui soit commun à toutes les institutions ou bien qui découle spécifiquement du gouvernement. Il n'y a pas vraiment comme ça. La dernière chose, c'est pour les écoles publiques, donc les écoles primaires et au collège. Ça dépend où, ça dépend quelle école, ça dépend quelle province, etc. Parfois, c'est possible que, voilà, au lieu de prendre allemand, espagnol, français, tu prennes CRI ou Inuktitut. C'est possible, c'est autorisé, c'est blablabla. Mais ça dépend de trouver les profs. Et puis voilà, l'argent, évidemment, c'est toujours le problème. Et
c'est surtout qu'au Canada, pour ça, à cause des traités qui étaient signés et à cause de cet article sur les Indiens, parce que c'est comme ça dans la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral dit que c'est la responsabilité des provinces de s'occuper de l'éducation, donc des écoles. Mais ensuite, dans toutes les provinces au Canada, il y a les arrêtés, les lois, etc., qui disent qu'ils ne sont pas responsables pour les aménagements pour les autochtones. Donc c'est toujours un combat et ça prend toujours des années parce qu'ils se renvoient la balle et donc rien ne se fait ou ça prend énormément de temps. Mais techniquement, c'est possible et c'est rendu possible par ce petit détail dans la Constitution. J'aimerais avoir une meilleure réponse, mais non, c'est pas encore super. Mais voilà, c'est un peu entre les deux. Bien. C'était extrêmement intéressant, hein. Merci Merci. beaucoup. Et je voudrais bien comprendre une chose, parce que si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y a ce sort de boom de production, Ouais. et, mais il y a une sorte de barrière ou donc de vulgarisation de traduction, hein, sur votre diapositive. Et alors, est-ce que je comprends bien que cette barrière de vulgarisation de traduction, c'est que le boom est à l'intérieur du Québec et c'est que ça sort pas vraiment à l'extérieur du Québec? Pour les productions qui sont en français à l'origine, oui. Et en langue autochtone? Oui, voilà, ouais. Ouais, Alors, c'est ça. ma question est la suivante. Et alors, si j'ai bien compris, ce boom de production est récent. Et alors, comment vous expliquez cette sorte de fécondité sur un temps court? Est-ce qu'il y a un contexte politique qui a changé? Est-ce qu'il y a enfin, j'en sais rien, mais comment vous expliquez ça? Et aussi, est-ce que vous pourriez aussi relier ceci un tout petit peu et m'éclairer un tout petit peu sur la revitalisation des langues autochtones? Si je comprends bien, il y a une continuité linguistique, c'est-à-dire c'est pas une résurrection, hein, comme dans certaines communautés linguistiques marginalisées. Comment ça se passe en comparaison, par exemple, justement, avec, je ne sais pas, l'Amérique centrale, ou peut-être certains endroits aux États-Unis, où les langues très minoritaires, dialectales en Europe? Alors, pour la première partie de votre question, c'est encore une fois un mal dans un bien dans un mal. La raison pour laquelle il y a une production vraiment exponentielle, mais qui reste un peu coincée au Québec, c'est à cause. Alors, c'est grâce aux bourses, aux allocations du gouvernement québécois, provincial, pour le développement de la langue, pour les publications en français, etc. Autochtone ou pas, si vous écrivez en français, vous êtes éligible. Donc, il y a beaucoup de disponibilité comme ça et d'avantages. Il y a plusieurs maisons d'édition qui ne font presque que ça. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait beaucoup. Oui, les formes graphiques identiques. Voilà, parce que il y a 2-3 maisons d'édition qui publient presque tout le monde. Donc il y a ça. C'est le bon côté, c'est ça, c'est que c'est grâce à cette politique presque extrémiste de la promotion du français. Le problème, c'est que c'est aussi ça qui bloque, mais vraiment complètement, la possibilité de traduction, de vulgarisation de ces textes. Parce qu'il y a parfois même des clauses que ce ne sera pas traduit en anglais ou ce ne sera pas disponible en anglais. Pour les films, c'est aussi beaucoup le cas que ce ne sera pas traduit. On peut avoir des sous-titres sur le DVD ou en ligne, mais qu'il n'y aura pas de traduction. C'est une clause du contrat. Donc voilà, l'avantage, c'est que ça permet beaucoup de production, mais il y a beaucoup de boulets, quoi, de problèmes qui empêchent de sortir du Québec. Pour les revitalisations de la langue, la grande différence entre la réalité de ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis, ça dépend de ces petits passages là dans la Constitution, qui fait que
comme je commençais à expliquer à Pete, avec les programmes de revitalisation, avec les bourses et les conflits d'intérêts. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus, peut-être pas facile, mais il y a moins d'obligations ou de ramifications, de petits caractères au bas de la page pour obtenir des bourses pour des écoles qui veulent ouvrir ou développer leur programme de revitalisation de la langue. Et il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits pour les équivalences, par exemple de crédit. Donc les enfants qui sont en école d'immersion ou qui prennent Ojibwe ou Cri ou comme langue seconde par exemple au lycée, il y a beaucoup d'aménagements pour les équivalences. Donc ça pousse beaucoup aussi d'élèves à le faire parce que au Canada il n'y en a pas ou ça commence à peine et bah, ça pose des problèmes. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de ne pas participer à ces programmes parce que c'est beaucoup plus de travail et qu'ils n'auront pas par exemple les crédits pour graduer à la fin, des problèmes comme ça. Et c'est la même chose avec les fonds quoi, pour ces programmes eux-mêmes. Comme je disais à Pete, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits pour utiliser les systèmes, les dictionnaires, les ressources vraiment physiques, les librairies, les bibliothèques. Il y a beaucoup d'échanges, on a beaucoup d'accès aux archives. Au Canada, il y a beaucoup plus d'archives qui sont digitalisées et auxquelles on peut accéder. Vous pouvez aller à la bibliothèque et faire une demande et on vous ouvre les archives et vous pouvez regarder. Il y a les post-it dans les dossiers, il y a tout, où c'est digitalisé. Donc, ça aide beaucoup les programmes de revitalisation des langues parce qu'il y a beaucoup de processus de quand est-ce qu'on a écrit la langue ou quand est-ce qu'on a codifié la langue en alphabet qui sont accessibles. Donc, on peut retracer les origines des codifications. Alors qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout ce système comme ça solide d'archives. Donc, beaucoup de programmes de revitalisation des langues, ils sont un peu tout seuls. Donc, dans chaque État et dans chaque communauté et dans chaque école, ils font un peu, vraiment, ils commencent à zéro, quoi, ils développent leur propre programme. Donc, est-ce que je comprends bien, c'est que le gouvernement provincial du Québec, parce que mis à part évidemment la recherche historique, n'est-ce pas, Ouais. vers ces jésuites, n'est-ce pas, maintenant c'est plus les jésuites, hein, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui prend en charge, c'est pas la production des manuels scolaires ou dictionnaires pour différents groupes d'âge, et donc c'est de nouveau une volonté politique, c'est ça, je comprends bien? Beaucoup. C'est aussi à double tranchant parce que c'est de plus en plus, je veux pas dire de plus en plus libéral parce que pas vraiment, mais dans ce contexte, il y a toujours de plus en plus de possibilités. C'est très récent encore une fois, mais il y a toujours, chaque année, il y a plus de pourcentage du budget, par exemple, qui vont vers des programmes de revitalisation, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est un problème et c'est un frein vraiment au développement de programmes comme ça. Mais ça change, ça commence à changer et ça commence à changer vraiment drastiquement. Donc, cette situation de refus un petit peu de collaboration ou de non, il faut que tout soit en français, il faut absolument qu'il n'y ait aucune traduction, il faut que ça commence à changer. On est vraiment. C'est-à-dire c'est la compétition entre donc le nationalisme francophone du Québec et d'une part et la volonté politique de développer donc de revitaliser les langues autochtones, c'est ça? Ouais, c'est en opposition, mais il y a les deux qui se passent en même temps. Mais il y a bon espoir. À chaque fois, c'est des petits avancements. On régresse pas beaucoup dans ces eaux-là pour l'instant. Pour ce qui est de la langue, de la littérature. Pour le reste, on en reparlera, mais c'est de mieux en mieux. C'est vraiment des tout petits pas, mais c'est de mieux en mieux. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de budgets qui ont été attribués pour, voilà, quand ils disent commencer en 2024. Pour l'instant, pas encore, mais il y a beaucoup de projets et dans les quelques années qui vont arriver, j'ai bon espoir. Je pense que ça va être de mieux en mieux. Ouais. Je vous invite à continuer la discussion autour d'un petit apéro. Merci. Merci beaucoup, mesdames.